Charles Blé Goudé s'est adressé aux Ivoiriens pour la première fois depuis son acquittement et sa libération par la Cour pénale internationale CPI. Installé cette semaine à la tête de la mairie du Plateau, Jacques Ewo est officiellement celui-là même qui conduira le quartier économique et administratif de la capitale économique ivoirienne. Et en Algérie, la pression monte sur Abdelaziz Bouteflika. L'armée ouvre la voie à un départ du président algérien. Voici pour le sommaire de cette édition. Bienvenue dans ce journal. Merci de choisir First TV Africa. Pour vous informer, Charles Blé Goudé s'est adressé à ses partisans depuis sa sortie de prison. Il a réaffirmé son engagement pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire lors de son discours que je vous invite à suivre maintenant un extrait. Mes chers compatriotes, le 1er février 2019, à 19h, les portes de la prison se sont ouvertes pour le président Laurent Gbagbo et moi. Aujourd'hui, je peux enfin m'adresser à vous en homme libre. Pendant ces longues années de détention, j'ai sans cesse pensé à vous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers, ainsi qu'à notre bien le plus précieux que nous avons en commun, notre pays, la Côte d'Ivoire. Si le fil du dialogue a été rompu par les circonstances que vous savez, rien de vos questionnements, de vos inquiétudes relatives à l'avenir de notre nation ne m'ont échappé. Pas plus que les douleurs qui vous ont affligé et qui continuent malheureusement de vous habiter aujourd'hui encore, semblant jeter un voile épais sur l'avenir. Notre avenir que nous sommes pourtant obligés de réinventer ensemble. C'est ce dialogue que je renoue aujourd'hui avec vous tous, sans exclusif. Le nouveau maire du Plateau, quartier administratif de la capitale économique ivoirienne, a désormais pris fonction, élu donc au soir des élections municipales du 13 octobre dernier. Jacques Ewo est installé donc à la tête de la mairie du Plateau. On suit ensemble donc un extrait de son discours. Je tiens tout d'abord également à dire merci. Merci au président Ouattara, merci également au président Bédié, merci à toutes les personnes en tout ça qui ont pu concourir à ce qu'il y ait pour cette crise-là que nous avons eue, qu'il y ait eu un dénouement assez favorable. Je tiens à remercier toute la population ivoirienne, je tiens à remercier toutes les personnes en tout cas qui ont permis à ce que le processus électoral du Plateau puisse se terminer aujourd'hui. Je tiens à féliciter tout d'abord et à dire merci au préfet Vincent Toby, pendant cette période de délégation, c'est-à-dire près de 3 mois. Il a eu à poser des actes sans zèle, sans excès, vraiment du professionnalisme. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu l'élection de la municipalité. Le conseil a été convoqué. Donc j'ai été élu maire. C'est vrai que nous avons eu des adversités, mais il est important que maintenant nous pensions à la population du Plateau. Donc nous allons dès lundi nous mettre au travail, penser pour la population, mettre en place notre programme. L'agriculture pour favoriser donc l'emploi des jeunes, cela se passe au Cameroun. Un programme incite les jeunes à se tourner vers l'agriculture pour faire face donc à la problématique de l'emploi. On suit ensemble ce reportage. C'est la période de la récolte du piment pour Gabriel Etta. À 26 ans, ce jeune Camerounais exploite sa propre ferme à Obola dans le centre du Cameroun. 4 hectares où il cultive également du poivron, du concombre et des tomates.
Gabriel Etta fait partie d'un groupe de jeunes agriculteurs inscrits à un programme de promotion de l'esprit d'entreprise, une initiative soutenue par le Fonds international de développement agricole et le gouvernement camerounais qui vise à promouvoir l'agriculture chez les jeunes. J'ai beaucoup aimé l'agriculture puisque un entrepreneur est appelé à progresser, ne pas être stagnant. Et déjà, si le PA Jeune m'a financé, ce n'était pas pour que je puisse caler seulement à une seule activité. C'était pour que je puisse progresser, pour que je puisse encore ouvrir d'autres activités qui peuvent encore aider d'autres jeunes. Donc, je peux employer d'autres jeunes. Cette subvention de $200 américains a permis aux jeunes fermiers de diversifier ses activités en investissant notamment dans l'élevage des poulets. Aujourd'hui, il gère plus de 1000 volailles et emploie 3 autres jeunes. Lorsque je vois mes activités en train de grandir, je suis vraiment trop fier. Parce que lorsque je vois que je mets sur pied peut-être un champ de concombres et que ça produit, je vois vraiment les efforts que j'ai fournis pour que j'arrive à ce domaine-là. Et lorsque je pars au niveau du marché, je vends. Je vois comment ça me produit de l'argent. Je suis très fier. De quoi inciter d'autres jeunes Camerounais à se tourner vers l'agriculture. Alors que les Peuls du Mali pensent encore leur plaie après le massacre d'au moins 160 de leur communauté dans le village d'Ogosagou, Peul, dans le centre du pays, l'UNICEF déplore la présence d'enfants parmi les victimes. On suit ensemble cet élément. Après le massacre des éleveurs Peul samedi au Mali, des questions restent toujours sans réponse. Ce qu'on sait par contre, c'est que la tuerie a fait au moins 160 morts et que le tiers des victimes est constitué d'enfants. C'est du moins ce qu'a indiqué mardi à Genève l'UNICEF, particulièrement choqué. L'UNICEF est profondément ému et scandalisé que des enfants fassent partie des victimes. Selon les premières informations communiquées par les services médicaux locaux, un tiers des victimes sont des enfants et des vérifications supplémentaires sont en cours. 31 enfants ont également été blessés. Ils souffrent principalement de blessures par balle, de brûlures et de fractures. De son côté, le Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU demande l'ouverture d'une enquête. Son porte-parole déplore du reste l'ampleur des massacres de civils de plus en plus fréquents. Ces conflits traditionnels ont toujours existé, mais ils ont pris une tournure particulièrement meurtrière ces derniers temps, car des communautés peuls entières, et nous parlons de millions de personnes, sont décrites comme des extrémistes violents simplement parce qu'elles sont musulmanes. Les violences ont coûté la vie à plus de 500 civils en 2018 au Mali, selon les Nations Unies. Actualité à présent en Algérie, la pression est montée d'un cran pour le président algérien Abdelaziz Bouteflika. L'armée ouvre la voie à un départ du président. L'appel vient du chef d'état-major, le général Ahmed Salah, alors que les Algériens sont mobilisés contre le système politique depuis plus d'un mois. On suit ensemble ce reportage. En Algérie, l'armée a donc ouvert la voie au départ du président Abdelaziz Bouteflika. Le Conseil constitutionnel va-t-il la suivre et lancer la procédure d'empêchement? Les Algériens attendent la suite. Ce mardi, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, également vice-ministre de la Défense du gouvernement, a donc demandé que Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou qu'il démissionne. Une annonce surprise de ce fidèle du président qui semble ainsi tirer les conséquences de plus d'un mois de manifestations quasi ininterrompues contre le pouvoir en place. Des manifestations qui se sont déroulées pour la plupart dans le calme, mais qui ont donné lieu parfois à des affrontements, comme le 1er mars. Ce jour-là, une personne est morte, des dizaines ont été blessées et une quarantaine arrêtées. Abdelaziz Bouteflika et son entourage dirigent l'Algérie depuis 20 ans et l'état de santé du président, déjà contesté en 2014, ne semble plus duper personne dans le pays. Selon l'article 102 de la Constitution, c'est donc sur proposition du Conseil constitutionnel que les deux chambres du Parlement doivent voter à la majorité des 2 tiers l'état d'empêchement du président. Et si l'empêchement se poursuit au-delà de 45 jours, le pouvoir est déclaré vacant. L'intérim se poursuit alors pendant 90 jours maximum, durant lesquels une présidentielle
présidentielle est organisée, la procédure est la même en cas de démission. Les Algériens sont désormais dans l'attente, mais ne baissent pas la garde. Nous ne nous arrêterons pas là, nous continuerons ce mouvement et nous resterons vigilants jusqu'à atteindre notre objectif, c'est-à-dire le changement de gouvernement. Et ils doivent tous partir, si Dieu le veut. C'est une décision courageuse et un premier pas sur le long chemin qui mène à la démocratie. Nous apprécions le franchissement de ce pas et nous attendons plus. Le mouvement se poursuivra jusqu'à ce que nous obtenions une république démocratique, la deuxième république. Le général Salah avait précédemment déclaré, je cite, « Le peuple et l'armée ont la même vision de l'avenir ». Mais beaucoup craignent que la période de transition ne soit utilisée par l'élite algérienne pour conserver ses privilèges et le pouvoir. Après le passage du cyclone Idaï, le Mozambique est encore sous le choc. Le pays craint une crise sanitaire et sous la menace du choléra, alors que la catastrophe a déjà fait près de 450 morts. On suit ensemble cet élément. Après le passage du cyclone dévastateur Idaï, le Mozambique fait face à une inquiétude sanitaire. Alors que plus de 600 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire, le pays se prépare à une épidémie de choléra, inévitable selon le gouvernement. Sur place, les équipes médicales ont déjà pris les devants avec un système de prévention et une distribution de chlore aux populations. Mais il ne s'agit que de solutions temporaires car il faudra plus pour éviter une catastrophe sanitaire. Tant que l'approvisionnement en nourriture et en eau n'est pas rétabli, tant qu'il n'y a pas de chloration de l'eau et que les gens ont maintenant un besoin urgent, car nous avons vu des gens boire de l'eau des rues qui étaient toujours là. Et oui, la maladie se propagera très vite. Un constat plus qu'alarmant pour les humanitaires et le gouvernement mozambicain qui a déclenché un plan sanitaire d'urgence. La situation est d'autant plus préoccupante que l'aide humanitaire a du mal à être acheminée du fait des difficultés d'accès aux zones sinistrées. Lundi, la Croix-Rouge parlait d'une bombe à retardement en évoquant les menaces liées aux maladies hydriques. Le cyclone Idaï qui a balayé la région centre du Mozambique dans la nuit du 14 au 15 mars a fait au moins 446 morts. Et suite donc à ce cyclone au Mozambique qui a donc fait de nombreuses pertes en vies humaines et beaucoup de dégâts. Déjà 5 cas de choléra ont été confirmés. Le choléra, qu'est-ce que c'est? Comment le prévenir? Je vous invite à suivre avec nous cette vidéographie. Le choléra est une infection bactérienne qui provoque une diarrhée aiguë sévère et une déshydratation. Non traité, il est mortel en quelques heures. Originaire du delta du Gange en Inde, la maladie s'est répandue à travers le monde au XIXe siècle et est aujourd'hui endémique dans de nombreux pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les pays confrontés à des crises humanitaires comme les conflits, la pauvreté extrême ou les catastrophes naturelles sont particulièrement touchés en raison du manque d'accès à l'eau potable et à un assainissement approprié. L'infection se propage dans l'eau potable ou la nourriture touchée par la bactérie du choléra, très contagieuse car elle contamine les selles de malades. Après une période d'incubation comprise entre 12 heures et environ 5 jours, les épidémies peuvent rapidement flamber. En 2015, le nombre officiel de décès est de 1304. Mais l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en réalité, le choléra tue entre 42 000 et 142 000 personnes par an. Quelques 4 millions de personnes seraient infectées chaque année. De nombreux cas ne seraient pas signalés par manque de surveillance et par crainte de retombées négatives sur le commerce ou le tourisme des zones infectées. La plupart des personnes infectées par le choléra ne développent aucun symptôme, mais les agents pathogènes peuvent rester dans leurs selles plus d'une semaine, ce qui signifie que l'épidémie peut se propager dans les zones où l'assainissement est médiocre. Pour ceux qui contractent la maladie, les symptômes sont généralement faibles. Le traitement implique une réhydratation rapide, par voie orale ou intraveineuse dans les cas graves. Les antibiotiques peuvent réduire le volume des diarrhées dans les cas de déshydratation sévère. Le vaccin contre le choléra est efficace, mais sa protection ne dure pas toute la vie. Pour lutter contre le choléra, il faut assainir des réseaux d'eau potable, construire des sanitaires convenables et créer de meilleures conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Rougeole du côté des États-Unis, frappé donc par une épidémie de rougeole. Un comté au nord de New York a pris hier la décision radicale de déclarer l'état d'urgence et de bannir de ces lieux publics tout mineur non vacciné contre la maladie. Plus de détails dans ce élément. La rougeole de retour dans plusieurs régions américaines. Face à l'épidémie, le comté de Rockland, situé au nord de New York, a pris une mesure radicale. Il a décidé de bannir des lieux publics tout mineur non vacciné contre la maladie. Les autorités américaines déplorent la résistance croissante aux vaccins et veulent agir. C'est la plus longue épidémie de rougeole aux États-Unis depuis l'éradication de la maladie en 2000. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette épidémie et protéger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, les enfants trop jeunes pour être vaccinés et tous ceux qui sont vulnérables. Dans le reste du monde, ce sont l'Ukraine, les Philippines et le Brésil qui sont les plus touchés par la rougeole. En Ukraine, plus de 30 000 cas se sont déclarés rien qu'en 2018. Cette même année, la France a enregistré plus de 2000 cas, dont 3 mortels. Une épidémie qui semble se calmer en 2019. Depuis le début de l'année, 400 cas de rougeole ont été déclarés. C'est près de 3 fois moins que l'année dernière sur la même période. Cette année, dans l'Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée. Toujours dans le domaine de la santé, comment lutter contre les épidémies? À quoi c'est donc la vaccination et les systèmes immunitaires? Je vous invite à suivre cette vidéographie pour en savoir un peu plus. Lorsqu'un agent pathogène, par exemple un virus ou une bactérie, s'introduit dans le corps, il se multiplie et attaque les cellules. C'est l'infection. Reconnaissant ce microbe comme un corps étranger, l'organisme déploie 2 stratégies de défense, faisant appel à ses soldats, les globules blancs. En première ligne, la réponse immunitaire innée, basée notamment sur les macrophages. Ces cellules tueuses mangent les intrus, quels qu'ils soient, pour les détruire. L'agent infectieux est capturé par phagocytose et tué. Cette réaction rapide et locale peut stopper ou ralentir l'infection. Mais cela ne suffit pas toujours. Alors, d'autres combattants interviennent, les lymphocytes. Ils identifient l'agresseur grâce à une molécule qui le caractérise. Chaque lymphocyte est spécialisé pour s'attaquer à un virus ou une bactérie en particulier. Dès qu'il identifie sa cible, le lymphocyte concerné se multiplie. Les lymphocytes B produisent des anticorps en grande quantité. Ces anticorps circulent dans l'organisme et neutralisent l'intrus pour permettre son élimination. Les lymphocytes T détruisent eux directement les cellules infectées. Problème, lors d'un premier contact avec le virus, la réaction immunitaire est lente. Plusieurs jours qui suffisent au microbe pour déclencher la maladie. Heureusement, l'organisme conserve le souvenir de ses ennemis. Après l'infection, des anticorps et des lymphocytes mémoire sont conservés. Ils pourront agir dès que le même pathogène réapparaîtra. La réaction immunitaire sera donc beaucoup plus rapide et l'organisme éliminera l'agresseur avant l'apparition de la maladie. C'est cette mémoire immunitaire qui est exploitée pour la vaccination. La vaccination simule une infection pour éduquer le système immunitaire et lui permettre de fabriquer ses armes. On introduit dans le corps du patient un microbe tué ou atténué ou un fragment de ce microbe. Le vaccin stimule la réaction immunitaire sans provoquer la maladie. L'organisme va donc produire des lymphocytes mémoire et des anticorps et sera préparé en cas d'attaque ultérieure. Mais ces cellules mémoire ont tendance à diminuer avec le temps. Des piqûres de rappel sont donc parfois nécessaires. Un mot de technologie avant donc de refermer ce journal. Le géant Apple dévoile son service de streaming et de jeux vidéo. Annoncé pour cette année dans plus de 100 pays, l'application va proposer uniquement des contenus originaux avec des nouveautés tous les mois. On suit ensemble ce reportage. Apple officialise son service de vidéo par abonnement. Le géant californien a dévoilé lundi Apple TV+, un nouveau service de streaming et de jeux vidéo. Prévu pour cette année dans plus de 100 pays, l'application va proposer uniquement des contenus originaux avec des nouveautés tous les mois. Le service n'aura aucune publicité et aucun prix n'a été dévoilé. Apple TV+ sera disponible via l'application TV d'Apple qui est disponible sur tous les appareils Apple mais aussi sur les Smart TV, notamment Samsung et Amazon. Pour la firme, il s'agit d'un revirement inspiré par de grandes histoires. Les grandes histoires peuvent nous émouvoir et nous inspirer.
Ils peuvent nous surprendre et remettre en question nos hypothèses. Nous pensons pouvoir apporter quelque chose d'important à notre culture et à la société en racontant de grandes histoires. Afin de se faire une place face à des acteurs comme Netflix, la multinationale a mobilisé des gros noms. Un parterre de stars était présent pour l'occasion, avec notamment Steven Spielberg. Je suis si reconnaissant d'être ici aujourd'hui. C'est ma première fois chez Apple, l'endroit où l'imagination et la technologie unissent leurs forces pour changer le monde par la vue, le son et le toucher. Apple a également réussi la prouesse de faire revenir Oprah Winfrey, star des talk shows américains, qui produira 2 documentaires. Nous cherchons un terrain d'entente. Nous voulons être écoutés, mais nous devons aussi écouter, ouvrir, être ouverts et contribuer afin d'exploiter nos espoirs et nos rêves et de guérir nos divisions. C'est pourquoi j'ai uni mes forces à celles d'Apple. Apple a aussi annoncé le lancement d'une carte de crédit en lien avec la banque Goldman Sachs et avec Mastercard. Le groupe ambitionne désormais se concentrer sur le contenu et les services numériques pour se libérer de sa dépendance sur les ventes iPhone. L'application pourrait générer une nouvelle ligne de revenus dans les comptes d'Apple. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'information dans 1 heure de temps.